L'expérience, une folie de grandeur, ouverture des guillemets. Nous sommes le produit de nos erreurs, mais, pour ménager notre ego, nous appelons cela l'expérience. Alain Leblay. L'expérience, telle qu'elle se déploie elle-même dans le temps, présente trois principaux niveaux. Le niveau de la matière, le niveau de la vie et le niveau de l'esprit et de la conscience, respectivement le sujet problème de la physique, de la biologie et de la psychologie. Tournons premièrement notre attention vers la matière. Afin d'apprécier avec exactitude la position de la physique moderne, il est nécessaire de comprendre clairement ce que nous entendons par matière. La physique, en tant que science expérimentale, porte sur l'effet de l'expérience, c'est-à-dire de l'expérience sensible. Le physicien commence et termine avec les phénomènes sensibles, sans lesquels il lui est impossible de vérifier ses théories. Il peut postuler d'imperceptibles entités, telles que les atomes. Mais il fait ainsi parce qu'il ne peut pas expliquer autrement son expérience sensible. Quand je vous demande également ce que vous percevez exactement de ces choses, vous répondrez leur qualité. Il est clair qu'en répondant à une telle question, nous appliquons en réalité une interprétation sur le témoignage de nos sens. L'interprétation consiste à faire une distinction entre la chose et ses qualités. Cela équivaut à une théorie de la matière, c'est-à-dire de la nature des données sensibles, de leur relation à l'esprit perceptif et de leur cause ultime. Ce fut le philosophe Berkeley, 1685-1753, qui le premier entreprit de réfuter la théorie de la matière comme la cause inconnue de nos sensations. Le professeur Alfred North Whitehead, 1861-1947, un éminent mathématicien et scientifique, a montré de manière concluante que la théorie traditionnelle du matérialisme est complètement intenable. Il est clair que, en théorie, les couleurs, les sons, etc. sont seulement des états subjectifs et ne forment aucune part de la nature. Les objets des sens, entre parenthèses, couleurs, sons, etc., sont des états de l'esprit de celui qui perçoit, entre parenthèses, perceiver's mind, et comme tel exclu de la nature regardée comme quelque chose d'objectif. Pour cette raison, ils ne peuvent être en no sens appropriés des qualités des choses physiques. Quand je dis, ouverture du guillemets, le ciel est bleu, cela peut seulement signifier que le ciel produit une sensation de bleu dans mon esprit, et non pas que la couleur bleue est une qualité trouvée dans le ciel. En tant qu'états mentaux, ils, entre parenthèses, ces objets d'essence sont des impressions, c'est-à-dire qu'ils sont des effets produits en nous. La cause de ces effets est la matière, ou bien les choses matérielles, agissant sur notre esprit par nos organes d'essence, nos nerfs et le cerveau. Cette cause physique agit par contact ou impact, d'où elle doit posséder les qualités de forme, dimension, solidité et résistance. Ce qui entre dans l'œil et l'oreille n'est pas couleur ou son, mais d'invisibles vagues d'éther et d'inaudibles vagues d'air. La nature n'est pas ce que nous connaissons être elle. Nos perceptions sont des illusions et ne peuvent être regardées comme d'authentiques révélations de la nature qui, en accord avec la théorie, se scindent en impressions mentales d'une part et en entités invérifiables, imperceptibles, produisant ces impressions d'autre part. Si la physique constitue une connaissance réellement cohérente et véridique d'objets connus perceptiblement, la théorie traditionnelle de la matière doit être rejetée, pour la raison évidente qu'elle réduit la preuve de nos sens sur laquelle le physicien, comme observateur et expérimentateur, doit s'appuyer à de simples impressions de l'esprit de l'observateur. Entre la nature et l'observateur de la nature, la théorie crée un golfe qu'elle est obligée d'enjamber en recourant à l'hypothèse douteuse d'un imperceptible quelque chose, occupant un espace absolu comme une chose dans un récipient et causant notre sensation par une sorte d'impact. Dans les mots du professeur Whitehead, la théorie réduit une moitié de la nature. Et cela me permet de poser la question à savoir, quel est cet autre que le sentiment dans lequel le sentiment peut s'achever?
Je réponds, la conscience d'un objet. Le sentiment est la stabilité d'un moi entièrement conscient. Et ce qui va restaurer la stabilité de ce moi repose non pas à l'intérieur de sa propre frontière, mais au-delà d'elle. Le sentiment est la poussée vers l'extérieur, comme l'idée est communication vers l'extérieur. Et aucun sentiment n'est assez aveugle pour n'avoir aucune idée de son propre objet. Tel qu'un sentiment prend possession de l'esprit, comme partie intégrante de ce sentiment, une idée du genre de choses qui le mettra en repos. Un sentiment sans direction est aussi impossible qu'une activité sans direction. Et une direction implique un objectif. Il y a de vagues états de conscience dans lesquels nous semblons totalement sans direction. Mais dans de tels cas, il est remarquable que le sentiment soit lui-même en suspense. Par exemple, je peux être étourdi par un coup, sans réaliser ce qui s'est passé ni souffrir d'aucune douleur, et néanmoins très conscient que quelque chose s'est produit. L'expérience attend un instant, dans le vestibule de la conscience, non comme un sentiment, mais purement comme fait, jusqu'à ce que l'idée la touche et définisse une voie de réponse. Au même moment, cela est ressenti comme douloureux. Si nous avons raison, le sentiment est tout autant une conscience objective qu'une idée. Il se réfère toujours à quelque chose au-delà du moi présent et il n'a pas d'existence sauvegardée au-delà du fait de diriger le moi vers l'objet dans la présence duquel sa propre carrière doit s'achever. L'expérience religieuse est essentiellement un état de sentiment qui a un aspect cognitif, dont le contenu ne peut être communiqué aux autres si ce n'est sous la forme d'un jugement. Maintenant, lorsqu'un jugement, qui se proclame l'interprétation d'une certaine région de l'expérience humaine, qui ne m'est pas accessible, est placé devant moi pour recevoir mon assentiment, je suis en droit de demander quelle est la garantie de sa vérité. Sommes-nous en possession d'un test qui révélerait sa validité? Si l'expérience personnelle avait été le seul fondement pour l'acceptation d'un jugement de cette sorte, la religion aurait été la propriété de quelques individus seulement. Heureusement, nous sommes en possession de tests qui ne diffèrent pas de ceux applicables à d'autres formes de connaissances. Ceux-là, je les appelle tests intellectuels et tests pragmatiques. Par test intellectuel, j'entends l'interprétation critique, sans présupposition d'expérience humaine, généralement en vue de découvrir si notre interprétation nous conduit ultimement à une réalité de même caractère que celle révélée par l'expérience religieuse. Le test pragmatique juge cela par ses fruits. Le précédent est appliqué par le philosophe, celui-ci par le prophète.